مرحبا بكم في Abra Talks. Welcome to Abra Talks. Bienvenidos a Abra Talks. ברוכים הבאים לאברה Talks. Bienvenue sur Abra Talks. Benvenuti su Abra Talks. Dans ce nouvel épisode d'Abra Talks, le podcast d'Abramundi qui donne la parole à ceux qui transforment la région MENA, je reçois Othman El Kachtoul, diplomate et islamologue. Othman est franco-marocain, né à Tanger dans une famille nombreuse. Son parcours professionnel a débuté au sein de l'entreprise Decathlon, suite à des études d'ingénieur. Mais il est très vite rattrapé par son amour pour la littérature et les langues, le français et l'arabe, ce qui le mènera à intégrer le ministère des Affaires étrangères et représenter les intérêts de l'État, notamment dans le Golfe. Depuis, il mène en parallèle une carrière dans l'enseignement supérieur en enseignant l'islamologie à l'université. Le parcours mosaïque d'Othman et sa vision viennent nous éclairer sur le rapport à l'identité, à la transmission du savoir, à la diplomatie, à la place de l'islamologue au sein du dialogue interculturel et interreligieux, mais également sur la nécessité de repenser notre rapport à la coexistence, à l'heure où l'exportation des conflits au Moyen-Orient en France a des répercussions dramatiques sur notre cohésion nationale. Bonne écoute. Bonjour Othman. Bonjour Pauline. Je suis ravie de vous accueillir comme invité sur cet épisode d'Abra Talks. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette conversation que nous enregistrons entre Paris et Tanger, où vous vous trouvez actuellement. Alors, je vous présente très rapidement. Vous êtes franco-marocain, vous êtes diplomate, mais plus précisément conseiller des affaires étrangères. Vous êtes également islamologue et habilité aux fonctions de maître de conférences en langue et littérature arabe. On peut dire que vous avez un parcours à la croisée des mondes diplomatiques, universitaires et théologiques, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus en détail au cours de cet entretien. Vous possédez une véritable expertise, à la fois géopolitique et culturelle, sur le monde arabe et sur la région MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient, que vous transmettez notamment sur les réseaux sociaux, où vous avez à cœur d'écrire du contenu qui privilégie une certaine érudition. Mais revenons tout d'abord au commencement pour comprendre d'où vous venez. Où êtes-vous né, Othman, et quelle est l'histoire de votre famille ? Encore une fois, merci de m'inviter, à vous, Pauline et à Abramundi. Alors, j'ai grandi à Tanger, je me rendais régulièrement à Chefchaouen, j'ai encore de la famille dans cette ville. Mon nom de famille El Kachtoul veut dire en arabe le castillan. Donc en fait, c'est une appartenance géographique qu'on a gardée. D'ailleurs, quand on voit les patronymes au Maroc, notamment dans certaines villes, où la population issue d'Andalousie, d'Espagne, donc après la Reconquista, ont gardé, on va dire, des origines, alors, évidemment géographiques, l'Arnaqi, l'Andalousie, Cordoue, mais également, on va dire, moi, dans ma famille, il y a des Ben Yacoub. Ben Yacoub, il y a des Kohen, alors pas à Chefchaouen, mais à Fès. Donc finalement, indépendamment de la religion de chacun, hein, comme je disais tout à l'heure, on voit que les identités sont composites, elles sont évolutives. Heureusement, le Maroc a gardé cette spécificité dans le monde arabe. On ne sait pas, il y a d'autres pays où il y a encore une communauté marocaine de confession juive, et j'insiste bien sur cet ordre-là, c'est des Marocains de confession juive, comme on peut être Marocain de confession musulmane, de confession chrétienne, il y a de plus en plus, ou pas de confession du tout. Pas de confession du tout. Exactement. Donc en fait, cette évolution que le milieu dans lequel j'ai grandi a gardé me semble aujourd'hui vraiment significative, notamment dans le contexte que le monde entier vit par rapport à la crispation, la polarisation sur le discours des appartenances des uns et des autres, que ce soit religieuse, ethnique. Donc une histoire familiale qui est vraiment un condensé en elle-même de ces relations
entre l'Occident, le Maghreb, entre les deux Exactement. rives de la Méditerranée. Pour ce qui est de vos études, vous les avez commencées au Maroc, vous les avez faites de Rabat à Casablanca, qui sont les capitales culturelles et économiques du Maroc. Et ensuite, vous êtes parti en Alsace pour étudier l'ingénierie. Pourquoi choisir d'étudier en France? Et est-ce que votre famille a joué un rôle dans ce choix académique, justement? Alors, pourquoi la France? Parce que c'est la France. C'est un lien qui s'est établi au Centre culturel français de Tanger. Nous sommes en train de parler des années 80. Je m'ouvre à la culture, évidemment la culture arabe, qui est ma culture, on va dire, dans laquelle j'ai grandi. Et rapidement, je découvre la langue française, heureusement, grâce justement à la coopération française. Et là, ça rejoint un petit peu mon travail, hein, c'est-à-dire l'importance de la coopération. Évidemment, il y a pas mal de discussions par rapport au développement international, le rôle que la France pourrait encore jouer en Afrique et ailleurs. Mais moi, je peux témoigner que la culture française, le rayonnement de la culture française n'est pas un vain mot. J'ai appris le français, j'ai appris finalement à aimer la France à partir de la bibliothèque, des bibliothèques du Centre culturel français de Tanger. De là est née chez moi une sorte de fascination qui, forcément, quand je suis arrivé en France, a été confronté à la réalité, parce qu'un petit peu comme dans le livre de Marcel Proust, il y a le pays avec le nom, et puis le pays, le vrai pays, le pays tel qu'il existe. Donc, rapidement, ma connaissance où la France rêvée s'est confrontée à la France réelle. La confrontation n'a pas été compliquée. La preuve, c'est que je suis avec vous, j'en parle avec à la fois fierté, avec une certaine nostalgie, parce qu'en fait, c'est à travers les livres que j'ai découvert finalement une France que j'ai eu la chance, quelques années plus tard, de pouvoir rejoindre, même si finalement, je me souviens très bien, à la fin du baccalauréat, j'ai eu un baccalauréat avec une note suffisamment haute pour pouvoir être invité par le gouvernement japonais à rejoindre, à faire mes études au Japon, mais j'ai refusé de partir au Japon parce que c'était pas la France et que je me projetais en fait réellement dans cet amour qui est né à travers les livres, dans les livres et à travers les écrivains également, vers cette France que j'ai eu la chance justement de rejoindre en 1994 en tant que boursier du gouvernement français pour terminer mes études. Alors pourquoi l'Alsace? Parce que déjà, c'est un peu le hasard des classements des concours. Et puis également, il y avait des conditionnalités à la fois du gouvernement marocain, parce que à l'époque, j'étais que marocain, pour que il puisse en fait valider la bourse du gouvernement français que la France m'a accordée pour suivre mes études en France. Voilà comment je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France et puis donc voilà, j'ai continué mes études donc en Alsace, à Mulhouse plus exactement. Et puis après, donc j'ai été recruté chez un distributeur, fabricant Chez Decathlon. euh, chez Decathlon Production, pour dire les choses comme elles sont, pour faire le travail pour lequel mes études me prédestinaient. Vous êtes resté 5 ans, je crois, Oui, avant c'est ça. d'entamer un changement assez radical, celui de rentrer au Quai d'Orsay. Comment passe-t-on de la gestion des achats, des fournisseurs, c'est je crois ce que vous faisiez chez Decathlon, à un C'est ministère, ça. et qui plus est le ministère des Affaires étrangères, puis ensuite au monde assez particulier, assez feutré, assez confiné des ambassades. L'évolution s'est faite par des questionnements. La première question, c'était le fait que je n'utilisais pas une grande partie de ma culture. Et cela pose un problème dans la mesure où finalement, arrivé à un certain âge, on commence, là j'avais 29 ans, je commence à se poser des questions. 2003, évidemment, les événements qui ont eu lieu, donc à la fois quelques années plus tôt à New York, donc les attentats de New York, les attentats de Casablanca en 2003, le déclenchement de la guerre, le discours de Dominique de Villepin. Hein. Ce n'est pas vraiment, ça peut paraître un petit peu anodin, mais ce discours m'a marqué dans la mesure où
pour une fois, je me suis dit que finalement, il y avait possibilité, non pas d'empêcher la guerre, la confrontation, malheureusement, je ne suis pas ni idéaliste, même si je le reste un petit peu, que finalement, il y aura toujours des confrontations, ça fait partie de la nature humaine. Bien Mais sûr. il y a des manières de modérer, de faire tampon entre les individus, entre les États, pour pouvoir que les choses n'aillent pas aussi loin que malheureusement ils sont parfois amenés à évoluer. Donc ça, c'était les questionnements donc, par rapport à ce que je suis, mon rôle dans la société, et également ce que je devrais faire. Deux options s'est ouvertes à moi quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir un peu plus sur mon positionnement. Le premier, c'est l'enseignement de l'arabe, la langue arabe. Et puis, j'ai découvert l'existence des concours pour entrer au Quai d'Orsay. Ça m'a pris quelques mois pour me décider finalement de me jeter dans les concours. Je ne connaissais absolument rien à ce milieu-là, à la Très fonction publique, particulier. etc. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je l'ai découvert, j'ai fait un apprentissage sur le tas. À l'époque, il y avait moins le parcours d'apprentissage qui existe actuellement pour les diplomates nouvellement recrutés. Donc, on apprenait sur le tas et c'était à la fois une bonne manière parce qu'on apprend, on va dire, en faisant des erreurs, en se confrontant parfois à ses collègues et surtout la qualité du recrutement a permis en fait que je découvre pas mal de sujets la qualité, surtout les premières affectations, plus exactement. Et voilà, donc ça a été, on va dire, je dirais pas la chance des débutants, au moins une démarche. Finalement, si c'était à refaire, évidemment, je le referais, mais il fallait un petit peu on va dire quasiment, je dirais pas du courage, mais au moins cette volonté d'aller à la confrontation d'un monde que je connaissais pas. Et finalement, ça a marché. Grâce justement, une fois, je reparlerai de l'apport de la coopération française. Moi, quand j'étais au Maroc, les 2 années que j'ai passées auxquelles vous avez fait référence entre Rabat et Casablanca, c'était en classe préparatoire. Et comment peut-on en fait passer les concours de la fonction publique quand on a une culture plutôt scientifique, technique, ce qui était le cas pour moi, c'est que je me suis remémoré les leçons d'un professeur de français. Alors, je vais citer son nom, Gilles Maratra, je ne sais même pas où il se trouve, j'ai essayé de le chercher, parce que finalement, c'est grâce à lui, grâce à l'enseignement qu'il m'a donné en mathématiques supérieures, donc au lycée Moulay Youssef à Rabat, que 10 ans après, j'ai passé le concours de la fonction publique. Comme quoi, un bon professeur peut vous changer la Oui, vie. Et tout je à peux fait. le dire aujourd'hui que Maratra, par l'enseignement qu'il m'a fait, de la manière de disserter, de la manière, non pas de réfléchir, mais d'ordonner ses idées, d'ordonner ses phrases, d'argumenter, m'a permis en fait de passer quelques années plus tard les concours du Quai d'Orsay. Donc ça a commencé donc par le concours de secrétaire des affaires étrangères et dans la foulée, je passe le concours de conseiller De conseiller. des affaires étrangères et voilà. Et en 2000, en fait, j'ai intégré le Quai d'Orsay en avril 2004. D'accord. Et depuis, je suis donc agent du ministère des Affaires étrangères sur plusieurs affectations. Première affectation, ça a été à l'administration centrale. Et puis après, le premier poste, première affectation à l'étranger, ça a été à Bagdad entre 2005 et 2006. Je vous propose d'évoquer maintenant donc les pays de la région MENA dans lesquels vous avez été en poste. Donc, il y a notamment l'Irak, le Soudan et le Sultanat d'Oman. Voilà. Ce sont des pays dans lesquels vous avez défendu et porté la voix de la France en tant que diplomate. J'ai une petite question par rapport à la manière dont vous étiez perçu dans ces pays avec cette double origine, à la fois marocaine et à la fois française, puisque vous êtes originaire du Maghreb, mais que vous représentiez à ce moment-là un pays européen qui est la France. Comment tout cela était-il perçu au Moyen-Orient et dans le Golfe? Alors, en fait, ça dépend du contexte. L'appartenance à la France était finalement assez comprise
dans l'essentiel du milieu parce que dans le monde arabe, on sait que il y a une communauté issue d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, mais également il y a des gens du Moyen-Orient qui sont installés en France, qui sont français, finalement assez bien pour les milieux diplomatiques. Évidemment, au quotidien, déjà, je suis de nature finalement j'aime me mélanger en fait à la population, hein, c'est-à-dire quand j'étais au Soudan, dans mon entourage, il y a certains qui ne savaient pas que j'étais français, que j'ai travaillé à l'ambassade de France. Parce que déjà, ça simplifie les relations, ça permet finalement de pouvoir accéder à plus de spontanéité que si il y a en fait la barrière, entre guillemets, de la classe sociale qui s'interpose, notamment dans un pays où les moyens ne sont pas équivalents. Donc, je ne faisais montre, je ne déclarais mon appartenance que lorsque les conditions étaient ouvertes. Globalement, au Moyen-Orient également, le fait d'appartenir à une double culture est plutôt quelque chose de clairement positif dans la mesure où ça ouvre des portes quand on parle la langue de celui qui est votre interlocuteur, ça ouvre clairement des portes qui ne s'ouvrent pas naturellement, même si c'est possible, hein. Il y a également d'autres moyens de communiquer. Mais c'est clair que la connaissance du milieu dans lequel on évolue, forcément, en plus d'ouvrir l'esprit de celui ou de celle qui effectue le travail, permis de l'autre de mieux appréhender la présence. Donc, plutôt, alors évidemment, quand j'étais au Darfour, parce qu'en fait, quand j'étais à Khartoum, je m'occupais du Darfour, je ne criais pas sur le toit que j'étais français, dans la mesure où à l'époque, les relations entre le régime de Bachir et la France n'étaient pas n'étaient pas très bonnes, voire au contraire, étaient assez dégradées. Mais finalement, quand même pour des personnes qui, au fur et à mesure, on se connaissait de mieux en mieux, et ils savaient finalement que j'appartenais à l'ambassade, que je travaillais à l'ambassade, que j'étais français. Après une surprise, une légère surprise, bah, ça passe. Donc en fait, je déclarais souvent, pour ne pas mentir, que j'étais ingénieur marocain quand j'étais, par exemple, au Soudan. Ça me C'est permettait la déjà de ne... vérité. C'était la vérité, ce qui justement ne mettait pas mon interlocuteur dans une position de dire ah ben c'est un diplomate et en plus français dans un milieu où la France n'était pas particulièrement bien présentée par les autorités. Voilà, ça, ça, ça baissait un petit peu d'un cran les exigences de ma part et de la part de mon interlocuteur. Donc plutôt positif. Je n'ai jamais eu, peut-être dans certains passages aux frontières où on commençait à s'interroger déjà passeport diplomatique, c'est tous les policiers ne le savent Super, pas ce oui. que c'est. C'est Alors pas c'est pas forcément le toujours, laisser-passer qu'on croit. non, c'est pas laisser Oui. passer. Parfois c'est plus un frein au passage le plus rapide. Parfois je me pose la question s'il ne vaut pas mieux avoir un passeport normal pour passer inaperçu et d'une manière fluide. Vous disiez justement que cette double culture a plus été un avantage pour vous qu'une contrainte, ce qui veut dire en fait que vous avez toujours réussi d'une certaine manière à concilier ces différentes facettes de votre identité. À aucun moment vous ne vous êtes retrouvé en difficulté pour pouvoir les concilier. Toutes ces facettes en fait qui font de vous vraiment une personne complètement mosaïque. Donc pas de difficulté au niveau du positionnement identitaire. Alors justement, euh, tout à l'heure je parlais de mon caractère un petit peu particulier au sein même du Quai d'Orsay. Quand j'avais quelque chose à laquelle je n'étais pas d'accord, je n'hésitais pas à le dire également à mes supérieurs hiérarchiques, à exprimer les choses. Euh, je ne suis pas arrivé, il n'y a pas de contradiction. La diplomatie française reste une diplomatie basée sur des principes qui sont ceux de la République. Globalement, euh, je ne vois vraiment pas dans l'ensemble des sujets qu'on traite au Quai d'Orsay
Nous, notre travail, c'est la diplomatie, c'est-à-dire aller vers l'autre, expliquer à l'autre. Il y a d'autres départements de l'État, d'autres services de l'État qui font des choses qui est de leur point de vue. Nous, c'est porter une parole qui est conforme aux principes philosophiques qui ont construit la République française. Là, je n'ai aucune difficulté à défendre la laïcité à la française, même si je peux, sur certains points, dire des choses au sein même des institutions à la fois académiques et administratives sur ma propre vision de citoyen vis-à-vis de cette application. Mais le principe lui-même, je trouve que c'est une chance pour les minorités religieuses en France d'avoir la laïcité. Donc en fait, alors ça peut ne pas être compris par l'autre, mais la diplomatie, c'est pas de s'aligner sur les vues des autres. La diplomatie, c'est de trouver un terrain d'entente entre les différentes cultures, entre les différentes perceptions. Alors il y a un principe extrêmement utilisé dans les discussions que nous avons contre les choses, c'est la réciprocité. La réciprocité, c'est-à-dire globalement, pourquoi moi, je ne sais pas, saoudienne, omanaise, etc., ne peuvent pas aujourd'hui me balader sur les Champs-Élysées en hijab intégral, en voile intégral. Parce que bah, vous, quand vous venez, vous comportez dans notre pays comme vous vous habillez. Premièrement, les femmes occidentales, quand ils se déplacent dans des pays moyen-orientaux, par exemple, respectent d'une manière ou d'une autre, en fait, les restrictions sociales, les normes sociales. Et surtout, la réciprocité, c'est pas chacun fait ce qu'il veut n'importe où. La réciprocité, c'est que chacun respecte la loi de l'autre, pardon, chez lui. C'est-à-dire à Rome, fait comme les Romains. C'est comme les Romains. C'est pas à Rome, fait comme, je sais pas, à Nouakchott, non, c'est à Rome, tout le monde fait comme les Romains, et à Nouakchott, tout le monde fait comme le comportement ou la tradition ou les us et coutumes des gens de Nouakchott. C'est ça la réciprocité. C'est pas je fais ce que je veux et j'impose ce que je veux à celui qui m'accueille. Et je pense que ça, si certains, même Français d'origine allogène, intégraient cela, ça résoudrait beaucoup de choses. La liberté, c'est pas je fais ce que je veux là où je veux. Il y a quand même quelques normes à respecter et cette norme-là, la norme sociale, alors je sais que c'est pour certains c'est un gros mot de parler de normes, mais si, la norme c'est globalement euh, penser à l'autre. C'est une sorte d'empathie. D'empathie. Exactement. Et c'est l'empathie qui sauvera le monde. Je me comporte d'une telle manière, non pas pour imposer à l'autre ma norme, au nom d'une certaine liberté, mais j'essaie toujours de trouver un terrain d'entente entre ma liberté d'agir et sa liberté également de ne pas se sentir un petit peu agressé au quotidien. Je vous propose maintenant, Othman, d'évoquer donc la phase académique de votre carrière, puisque vous avez passé l'agrégation d'arabe, puis vous avez rejoint l'EHESS et l'Université de Lorraine. Vous êtes toujours attaché, il me semble, au département de théologie. Vous enseignez l'islam, qui est la religion majoritaire de la région MENA. Est-ce que ce passage à une carrière universitaire en 2022 vous a permis justement d'embrasser et d'explorer davantage la complexité, les nuances de la question de l'identité et du fait religieux? Je me permets juste de revenir sur le passage. En fait, j'ai fait une thèse de doctorat quand j'ai été affecté après mon séjour ou la fin de ma mission à Mascate. J'étais affecté comme représentant permanent adjoint de la France au Conseil de l'Europe, donc à Strasbourg. Évidemment, en 2015, la France a connu la vague d'attentats à Paris notamment, et ça m'a particulièrement marqué. Je me souviens très bien que j'étais chargé d'affaires et j'ai eu à organiser en fait une petite cérémonie à la fois pour les agents, les collègues de l'ambassade et la communauté, les membres de la communauté française à Mascate qui pouvaient se déplacer pour une minute de silence, de recueillement suite donc à ces attentats terroristes. Et je me souviens particulièrement de ce jour-là dans la mesure où je me suis posé une question qui allait finalement
constituait l'essentiel de la réflexion que j'ai menée donc à l'université de Strasbourg dans le cadre de ma recherche doctorale. C'est est-ce que le groupe État islamique est islamique? Ça peut paraître un petit peu à la fois provocateur comme question, mais il est essentiel de se poser la question sur, comme je l'ai fait pendant 3 ans, durant ma recherche doctorale, quel est dans le discours du groupe État islamique ce qui relève de sa lecture de la religion musulmane, de ce qui est, on va dire, de l'interprétation de certaines tendances au sein justement du monde arabo-musulman qui se permettent ou qui s'autorisent certains comportements qui sont en dehors de ce qui est même d'après le texte interdit. Et c'est ce questionnement-là qui continue à me motiver jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas se contenter des discours simplificateurs, simplistes, et d'aller au-delà de ce qui est initialement présenté comme étant une vérité inaltérable. Et cet engagement, alors je suis toujours agent du ministère des Affaires étrangères, donc tout l'enseignement que je donne, il est, on va dire, en parallèle. Donc, je suis persuadé qu'étant agent de l'État, peu importe la situation, on n'en est pas moins un citoyen. C'est-à-dire que globalement, qu'on le veuille ou non, en tant que citoyen, nous devons être engagés vis-à-vis de la communauté nationale en apportant au moins ses propres capacités d'analyse, propre compréhension des choses pour essayer finalement de comprendre et de faire comprendre ce qui peut amener certains à épouser des discours qui n'ont rien à voir ni avec la République française, ni avec l'islam, en tout cas une vision de l'islam qui est Bien sûr. pacifique, qui accepte l'autre, qui accepte la différence, qui peut en fait pousser ces gens-là, c'est membres même de la communauté nationale, il y a des Français qui ont... Donc, c'est cette volonté-là de faire comprendre, ou déjà de comprendre moi-même, parce que ma question initiale dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que l'État islamique est islamique, c'était une vraie question que je me posais à moi-même. Même si je connaissais l'islam suffisamment bien pour pouvoir me forger ma propre idée, mais il fallait non pas se contenter des idées préconçues, mais d'aller chercher dans les textes, dans le narratif du groupe État islamique, comment ils motivent, comment ils expliquent l'inexplicable, comment ils justifient l'injustifiable. Donc en fait, mon travail académique, donc à l'université de Strasbourg, donc la thèse que j'ai faite pendant 3 ans, les 2 ans que j'ai passé à Strasbourg, donc à la représentation permanente de la France, c'est de voir comment le groupe État islamique, dans son narratif, se présente comme étant un signe eschatologique. L'eschatologie, c'est la fin des temps. Comment il se présente comme étant la concrétisation, la réalisation de prophéties qui existent dans la tradition musulmane, et comment, avec justement cet argument extrêmement fort, il arrive à faire accepter à son public des actes qui, normalement, ce public-là n'accepterait pas. Voilà, parce que c'est la prophétie. Et la force d'une prophétie, c'est qu'il est souvent autoréalisatrice. C'est que même quand les événements ne vont pas dans le sens de la réalisation, vu que ceux qui croient à la prophétie veulent qu'elle se réalise, donc elle finit par se réaliser. Et c'est ça, ce travail académique. Alors, c'est dans la foulée, on va dire, que j'ai commencé un peu à enseigner, à donner quelques conférences, modestement. Il ne s'agit pas, je restais toujours, on va dire, engagé au sein du ministère des Affaires étrangères. Il y a eu une volonté également de boucler la boucle par rapport à ce que je disais initialement. En 2003, quand j'ai découvert que j'ai réfléchi à 2 pistes, finalement, j'ai suivi pendant quelques temps la deuxième piste, en passant l'agrégation d'arabe et puis en devenant, pendant une année, enseignant d'arabe dans un collège de Courbevoie. Donc une expérience très particulière, vraiment très enrichissante, parce que l'enseignement est quelque chose
euh, d'extrêmement prenant, Gratifiant. Prenant, gratifiant. mais où on reçoit également beaucoup. Exactement, exactement. Donc voilà. Et depuis, même si je reste encore agent du ministère des Affaires étrangères, bah, je fais de mon mieux pour pouvoir apporter ma petite contribution, la toute petite modeste contribution à la compréhension à la fois mutuelle que peuvent avoir certains de nos concitoyens qui ne connaissent pas plus que ça la religion musulmane et également vis-à-vis de la communauté musulmane en France et ailleurs. Il y a pas mal de gens qui me lisent ailleurs qu'en France, vers que finalement ce qu'on croit être l'islam est parfois juste une interprétation de l'islam et non pas les textes qui sont à l'origine de cette religion. J'ai une petite question par rapport à l'islamologie. Son équivalent, donc le christianisme, pour le christianisme, s'appelle la christianologie et pour le judaïsme, la judéologie. Ce sont des termes qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre, mais qui pourtant existent. Est-ce que vous pourrez essayer, à votre avis, de rassembler à la fois l'islamologie, la christianologie et la judéologie au sein d'une seule et même science des religions abrahamiques que l'on pourrait appeler abrahamologie? Tout à fait. Je pense que déjà l'islamologie est l'étude de la religion islamique, mais d'un point de vue critique. Alors critique, c'est pas forcément déconstruire la religion, même si à l'intérieur de l'islamologie, il y a ce qu'on appelle l'école hypercritique, qui remet en cause ce que certains musulmans considèrent comme étant des points focaux du développement de l'histoire de la religion musulmane. Mais en fait, c'est d'utiliser des moyens scientifiques, c'est-à-dire l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, euh, même la codécologie, c'est-à-dire globalement voir les premiers textes du Coran, hein, comment ils ont été écrits. On a, on va dire, des codex également à Paris et ailleurs, euh, qui datent environ de moins de 100 ans après la mort du prophète de l'islam, et qui nous permettent aujourd'hui, parce que l'écriture arabe, la langue arabe a évolué, et que ce qui était écrit par cette écriture qu'on appelle Hijazi n'est pas forcément ce qui est aujourd'hui lu quand on lit le Coran. Alors, cela peut choquer certains, mais finalement, ça fait partie également de l'étude critique d'une religion quelconque, hein. Je crois que le judaïsme a également cette approche scientifique qui est menée par des personnes, qu'ils soient de culture ou de tradition juive ou ailleurs. Je ne parle même pas du christianisme, hein, parce que évidemment, d'ailleurs, c'est la théologie, c'est cela. C'est pas de dire que cela est bon ou mauvais, cela est juste ou pas juste, c'est juste voir comment les sociétés dites arabo-musulmanes ont adapté le texte pour pouvoir nous l'amener ou amener l'islam à la situation dans laquelle il est aujourd'hui pratiqué. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur tel ou tel point de vue. Il s'agit juste de confronter la compréhension du texte au texte lui-même et à son évolution dans le temps. Alors évidemment, il y a des approches forcément politiques. Il y a toujours une confrontation avec le politique, parce que le politique, ça fait partie de la vie, et que finalement, dès qu'une découverte scientifique peut toucher à une composante identitaire, il devient objet d'un débat politique. Mais l'islamologie, la vraie islamologie, parce qu'évidemment, encore une fois, certains pratiquent justement cette islamologie dans un sens orienté politiquement, mais quand elle est menée, il est d'ailleurs très bien accepté par les personnes de confession musulmane, parce qu'il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, mais de confronter la réalité scientifique à la réalité ou à ce que nous pensons, certains pensent être la religion musulmane. Alors, sur la deuxième question, donc par rapport à cela, je dirais même que finalement, toutes les études religieuses, déjà la religion en tant que mot, étymologiquement, c'est ce qui relie les hommes. Donc rapidement, on arrive à devoir non pas les comparer, parce qu'il ne s'agit pas de comparer, mais de trouver les points communs entre les textes. Et quand il s'agit de textes, j'allais dire, aussi proches que la Bible,
qu'elle soit la Torah, que ce soit les évangiles, que ce soit le Coran, on trouve parfois des mots qui se reproduisent, qui ont évolué, hein, bien entendu, parce que nous sommes en train de parler d'une histoire qui a duré quelques siècles, voire quelques milliers d'années. Mais oui, tout à fait, il faut plus, c'est une obligation pour quiconque aujourd'hui étudie l'islamologie, à un moment ou à un autre, de voir d'où viennent les mots, qu'est-ce qu'ils signifiaient à l'époque, qu'est-ce qu'ils signifient aujourd'hui, et d'en tirer des conclusions. Et on est rapidement surpris que finalement, les proximités, les points de convergence sont plus nombreux qu'on le pense. Et évidemment, certains ne mettent pas en avant cela, les convergences, parce que souvent, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais de ceux qui arrivent en retard. Et évidemment, alors que et des exemples, il y en a beaucoup, beaucoup, à telle enseigne qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelque temps, j'ai commencé à apprendre l'hébreu, mais avec une toute petite maîtrise aujourd'hui. Pourquoi? Pour pouvoir mieux comprendre le Coran. Et on arrive à des conclusions assez surprenantes. Je donne un exemple. Mohammed, à plusieurs reprises dans le Coran, est décrit comme étant le prophète Ummi. Ummi, aujourd'hui, dans le langage arabe classique, veut dire analphabète, qui est celui qui ne sait pas lire ni écrire. Mais en réalité, Ummi, quand on voit les occurrences de ce mot dans le texte coranique, signifie plutôt ce que en hébreu on dit goïm, c'est-à-dire c'est le prophète qui est goïm, goï. Globalement, c'est le prophète qui ne connaît pas les Écritures. Alors, il y a eu entre la version initiale qui était à l'époque de la révélation du Coran et aujourd'hui un glissement sémantique. Et on peut se poser la question, est-ce que Mohammed était analphabète? Alors dans le Coran, il y a une autre trace comme quoi il n'écrivait pas, mais cela ne veut pas dire qu'il ne lisait pas. Alors encore une fois, quand on voit la géobiographie, la sira du Coran, certains disent, ben non, il ne lisait pas, il était ummi, sauf que ummi n'est pas le sens qui est aujourd'hui utilisé, c'est-à-dire analphabète. C'est juste le prophète qui n'est pas juif, qui n'est pas chrétien, c'est-à-dire un prophète goï, ummi goïm. Voilà. Donc en fait, oui. Alors Abrahamologie. Alors Abraham est une figure extrêmement particulière à la fois dans les trois religions monothéistes, dites monothéistes, parce qu'il a eu ce génie-là de découvrir Dieu par expérimentation. Et finalement, en tout cas du point de vue islamique, il a carrément découvert Dieu par un effort de réflexion personnelle, par une sorte d'expérimentation du divin. Alors oui, peut-être un jour, et j'espère qu'on le verra, une sorte de socle commun, de développer un socle commun d'études sur ces trois religions et ce qui finalement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce qui relie les hommes, c'est le sens de religion, que ce qui les sépare. J'espère que ça ne restera pas qu'un vœu pieux. Je trouve ça extrêmement intéressant et très riche parce que c'est là où on voit que ce discours critique, vous l'avez dit, par rapport aux faits religieux, par rapport à la religion, n'empêche pas justement de créer des passerelles et notamment entre les trois religions abrahamiques. Comme vous le savez, la vision que promeut Abraham Mondi est celle de la coexistence, mais également d'une prospérité partagée, donc entre les descendants d'Abraham, pas que dans la région MENA, mais également dans nos pays occidentaux, puisque l'on voit que les conflits qui peuvent se dérouler là-bas ont un impact assez fort, très profond sur les relations entre nos différentes communautés. On a déjà évoqué la question de la coexistence. Je vous propose maintenant d'évoquer celle de la prospérité partagée. Est-ce que d'après vous, on peut l'envisager pas seulement en termes matériels, marchands, mais également immatériels, voire même transgénérationnels? Pourquoi cette question?
parce que vous êtes un enseignant, un chercheur, un passeur de savoir, et que vous avez vraiment à cœur de transmettre, de partager ce savoir, cette connaissance, cette expertise que vous avez sur le monde arabe et sur l'islam. Pour cela, en fait, je voudrais juste, en fait, constater que le développement d'internet est une extraordinaire possibilité qui est offerte à quiconque d'exprimer des choses. Alors, ça a ses avantages, ça a également ses inconvénients. C'est qu'aujourd'hui, quand on entend, quand on lit, quand on voit que certains trouvent, on va dire, éprouvent un malin plaisir à propager tout ce qui divise. Et malheureusement, cela, alors peut-être que c'est dans mon entourage, ou de ce que je lis, sont de plus en plus nombreux. Et il est très facile de stigmatiser. Il est très facile, en fait, de dire quelque chose qui n'est pas précise, dire un mensonge. Par contre, pour pouvoir le démonter, il faut pas mal de temps. Alors, on peut prendre un exemple, plusieurs exemples. Une phrase comme ça, sans argumentation, peut avoir un impact dont, on va dire, la déconstruction prendrait des pages et des pages. Et c'est ça, en fait, la difficulté avec ce mode de communication. Moi, mon parti, c'est de mobiliser peu de savoir, hein. Je vous remercie de parler d'érudition. Pour moi, je me considère toujours comme étant étudiant. Euh, c'est de, non pas, déjà je ne réponds jamais aux provocations, à ceux qui séparent. Le diable, c'est celui qui nous sépare. Exactement. Étymologiquement, c'est ça. Donc, en fait, quiconque stigmatise, monte les uns contre les autres, qu'ils le veuillent ou non, ils partagent cette étymologie avec le diable. Et aujourd'hui, je ne rentre jamais dans les polémiques, non pas que, qu'ils ne m'intéressent pas ou que j'évite le conflit, mais surtout que je trouve que la société est suffisamment divisée pour que je ne rajoute pas davantage. Même sur des questions qui peuvent paraître, on va dire, consensuelles, je préfère ne pas rentrer dans une polémique, ne pas rajouter de la division à la division. Et finalement, avec, encore une fois, quelques thématiques, j'essaie systématiquement, avec plus ou moins de succès, de rappeler ce qui relie les hommes au sein de la société française, mais même au-delà, que de systématiquement mettre en avant ou stigmatiser ce qui les dévise. Encore une fois, il s'agit juste de ne pas rajouter ou jeter davantage d'huile sur un feu qui, alors qui couvre plus maintenant, malheureusement, il est là. Voilà, c'est peut-être la seule chose que j'essaie de ne pas, sur laquelle en fait, à laquelle je tiens particulièrement. Sur les thématiques, mais des thématiques, il y en a tellement. Parce qu'encore une fois, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on parle de ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Et qu'au quotidien, nous pouvons vivre, nous avons toujours vécu, ici en France, mais également ailleurs, au Maroc, pays dont on a parlé tout à l'heure, en Espagne, même au Moyen-Orient. Il y a eu une existence, il y a toujours une coexistence, hein, mais qui n'est pas suffisamment mise en avant. En fait, on préfère parler de ce qui ne va pas, des gens qui meurent, malheureusement, ça existe, ça existera, ça, je suis pas naïf, mais je préfère ne pas parler de cela. Je préfère parler de ce qui unit les hommes plutôt que de ce qui les divise. Vous pariez sur l'alliance de la parole et de l'écrit, et c'est également ce que nous faisons chez Abramundi, donc en publiant des articles, mais également en donnant la parole à des personnalités issues de la région pour qu'elles nous partagent leur vision. Pour terminer cet entretien, Othman, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que l'érudit que vous êtes possède aussi un don de vision? Est-ce que vous vous sentez prophète? Est-ce que vous parvenez à vous projeter d'ici 10 ans, c'est-à-dire en 2035? Est-ce que vous arrivez à avoir une vision de la région à cet horizon et à faire 3 vœux pour l'avenir de la région MENA? Alors,
3 vœux, alors ils vont tourner tous autour d'un sujet que vous venez juste d'évoquer, c'est la prospérité commune. Et cette prospérité commune ne peut pas se réaliser sans un paramètre qui est, on va dire, redondant, mais je vais quand même dire le mot, c'est la paix, tout simplement. La paix des esprits, et pas uniquement la paix entre nations, entre États. La paix est un état d'esprit, plus qu'un papier que l'on signe devant les caméras. Cette paix-là viendra le jour où les uns et les autres s'accepteront. Alors ça peut paraître un petit peu naïf, rose, un peu idéaliste, mais c'est possible, parce que ce n'est pas en fait une option. Pour les uns et pour les autres, ce n'est plus une option. Aujourd'hui, la situation que nous vivons, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, est celle comme si on préparait les esprits à ce que j'ai constaté lorsque j'ai étudié le groupe État islamique, c'est-à-dire vers une fin des temps, vers une fin du monde tel que nous le connaissons. Sauf qu'on ne nous explique pas ce qu'il y a derrière. À vouloir systématiquement rejeter l'autre vers cet inconnu-là, vers un sort dont on ne mesure pas en fait la dangerosité, on se condamne nous-mêmes à ce que nous préparons aux autres, c'est-à-dire la disparition. Je parle de disparition, de disparaître qu'en tant que société euh, où on peut se parler. Le premier vœu, c'est justement que cette graine d'espoir, cette graine de paix, naisse dans les cœurs. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la connaissance, c'est de comprendre l'autre. C'est l'empathie, c'est-à-dire que chacun se mette à la place de l'autre. C'est-à-dire, globalement, ça n'a pas changé radicalement les choses, mais le jour où j'ai appris que mon ascendance, il y a quelques siècles, il y a quelques années, il y a quelques décennies, j'en sais rien, était juive, je me suis posé la question, dans ce cas-là, qu'est-ce qui me différencie des autres, d'un juif en Israël, en France et ailleurs? Qu'est-ce qui fait que je suis celui qui vous parle aujourd'hui, avec ses idées, avec son histoire, etc. Globalement, en fait, j'aurais pu naître ailleurs, avec d'autres idées, avec d'autres priorités, avec d'autres idées. Est-ce que j'aurais fondamentalement changé? Non, je serais toujours le même, sauf que je n'aurais pas les mêmes idées. Cela relativise beaucoup ce que nous considérons comme étant notre identité. Alors, je ne suis pas en train de plaider pour un syncrétisme, loin de là, mais il faut, ce que vous soulignez tout à l'heure, ce socle commun. Donc, c'est Abraham, oui, très bien, mais ce socle commun est nécessaire pour, en fait, prendre un élan vers justement cette, cette prospérité partagée, cette prospérité commune, qui sera non plus dans ce cas-là un vœu, mais une conséquence d'une démarche à la fois collective, mais surtout personnelle. La paix ne naît pas, encore une fois, entre les chefs d'État, bien sûr, du gouvernement, mais il naît dans le cœur de chacun. C'est le jour où il y aura la paix dans le cœur des hommes que finalement la paix deviendra quasiment un corollaire de cette évolution. C'est exactement le message, ce que nous cherchons à promouvoir avec Abraham. Merci beaucoup, Othman, pour cet entretien d'une très grande richesse, d'une très grande densité. Ça a été un vrai plaisir pour moi de vous recevoir sur cet épisode d'Abratalks. Merci encore et à très bientôt. Merci Pauline, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker, de le noter sur votre plateforme de podcast et de le partager autour de vous. N'oubliez pas également de vous abonner à Abratalks pour ne rien manquer des prochains épisodes et retrouvez Abramundi sur tous nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, X et WhatsApp. À très bientôt.